On part aux États-Unis avec donc cette décision vendredi de Moody's qui a baissé la note US. On se rappelle quand même que au moment de la guerre commerciale et des plus grosses annonces de Donald Trump, c'était quand même sur la dette américaine que ça avait le plus bougé et c'est ça qui l'avait fait reculer. Cette annonce-là, c'est quand même assez mauvais. Ça devrait faire grimper le taux. On est à 4,5 aujourd'hui. Patrick Artus, mauvais signal. Oui, mais je crois que, un des domaines dans lequel Donald Trump a raison, je crois que les marchés financiers ne regardent pas le rating souverain, ils regardent le rating des entreprises. On se fiche de ce que dit Moody's en fait. Oui, mais enfin, de 2A plus versus 3A, c'est pas très significatif. Non, on peut être vraiment inquiet sur le statut et la qualité de la dette publique des États-Unis. Parce qu'il faut voir que Donald Trump est dans le processus aujourd'hui de retirer toute la grande partie des hausses de droits de douane qu'il avait annoncées. Il a retiré les droits de douane sur les pièces automobiles, sur l'électronique. Il a baissé les droits de douane sur la Chine à 30%. Et d'ailleurs, le commerce mondial repart extraordinairement rapidement. Mais il a annoncé la nuit dernière d'autres baisses de droits de douane. Donc, il se rend compte que cette politique, c'est simplement inflationniste. Et donc, c'est très mauvais pour le consommateur américain. Je crois que la politique d'immigration aura le même sort. Parce que ça fait déjà deux pans énormes quand même de sa politique. Donc, il reste finalement dans son projet qu'il a décrit pendant la campagne électorale, les baisses d'impôts. Et les baisses d'impôts, c'est prolonger la baisse d'impôts massive sur les ménages et sur les entreprises qu'il avait initié lui-même en 2017. Ça s'appelle le Tax Cuts and Jobs Act. Et puis d'autres baisses d'impôts, les baisses d'impôts des ménages sur les pourboires, sur les impôts locaux, sur l'overtime, comme on dit en français, les heures supplémentaires, et puis un gros morceau qui est une nouvelle baisse d'impôt des entreprises à 15%. Et si on chiffre la reconduite des baisses d'impôts de 2017, plus les nouvelles baisses d'impôts qu'il a proposées, on arrive à peu près à 4 points du PIB des États-Unis. Ça fait à peu près un peu plus de 1100 milliards de dollars par an. Les États-Unis aujourd'hui, si on regarde les 6 derniers mois, l'année fiscale aux États-Unis commence en octobre, sont sur une pente à 8% de déficit public par rapport au PIB. Et donc, si vous faites 8 plus encore des nouvelles baisses d'impôts, vous arrivez... Alors, plein d'experts chiffrent maintenant qu'on va arriver aux États-Unis dans 2 ou 3 ans à 9% de déficit public par rapport au PIB. Mais c'est soutenable, ça ? Alors, ça se finançait très facilement par des entrées de capitaux aux États-Unis. Le problème, ce n'est pas le déficit public qu'il faut financer, c'est l'effet du déficit public sur le déficit extérieur des États-Unis. Donc tant qu'il y a des entrées de capitaux, ça va. Tant qu'il y a des entrées de capitaux, ça va. Et alors, les entrées de capitaux, il y a moins d'achats d'obligations américaines, parce qu'il y a certains pays qui hésitent à acheter des obligations américaines. Et le gros sujet, c'est les achats d'actions américaines. Alors, la demande étrangère pour les achats d'actions américaines fait le yo-yo, elle s'est effondrée, puis maintenant elle repart. Mais il est assez douteux que les entrées de capitaux de non-résidents puissent financer les effets sur le déficit extérieur de cet énorme déficit public. Et donc, peut-être, on va rentrer dans une situation de tension sur le marché de la dette publique des États-Unis. On a des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont un peu en dessous de 4,5%. Ils étaient presque à 5% la période de tension il y a quelques mois, le maximum. Moi, je crois qu'on va retourner au moins à 5% sur les taux longs américains parce que la demande de dette publique des États-Unis va être un peu affaiblie et l'offre de dette publique des États-Unis va être extraordinairement accrue par les politiques de Trump. Le seul rempart, c'est le Congrès. Le Congrès peut s'opposer à un certain nombre de baisses d'impôts parce qu'il y a une idéologie des républicains qui est normalement hostile au déficit public. Le Congrès peut rechigner à remonter suffisamment le plafond de la dette ou refuser certaines baisses d'impôts. Mais enfin, Trump a vraiment décidé d'avoir ces baisses d'impôts massives. Éric ? Oui, moi, j'ai jamais fait des cauchemars sur les déficits ou sur la dette publique. Mais vous voyez, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est efficace de faire du déficit ? À quoi sert le déficit ? À quoi sert la dette publique ? Ouais. Et donc, pendant la période, même Biden, qu'on fasse du déficit parce qu'on fait l'IRA, pourquoi pas ? C'est une politique qui avait du sens, qui n'était pas très coopérative vis-à-vis de nous, mais en tout cas... Mais pas pour financer la consommation, quoi. Mais voilà. Aujourd'hui, dire que vous faites une politique de relance très forte aux États-Unis, les États-Unis, rappelons-le, ils ont un taux de chômage
au plein emploi. Ils ont même d'énormes difficultés de recrutement. On parle des nôtres. Si vous regardez les enquêtes aux États-Unis, les difficultés de recrutement sont encore supérieures à ce qu'on peut trouver dans n'importe quel pays européen. Quand vous regardez même le taux de croissance de l'économie, vous voyez, nous aujourd'hui, on est aux alentours de plus 4 par rapport au niveau d'avant-crise. Ils sont à plus 12. Vous voyez, la situation macroéconomique est extrêmement, macro, encore une fois, très bonne. Le problème, c'est à l'intérieur de l'économie, est-ce qu'ils ont bien redistribué cette croissance économique? Non. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu des tensions, d'accord, et une sorte de protectionnisme. Aujourd'hui, relancer en fermant l'économie américaine, d'accord, comme ils le font, et donc en fermant l'immigration, ça ne peut, à court terme, que déboucher sur de l'inflation et aussi, comme l'a rappelé Patrick, une envie moins forte de financer ce type de dépenses. Et donc, moi, je pense que il ne le fera pas, parce qu'effectivement, le Congrès, sans doute, va s'y opposer. On voit bien aussi la limite de la façon Musk. C'est-à-dire que c'était très simple, tout ça devait être financé en partie par les droits de douane, mais aussi par des réductions drastiques de la dépense publique. Hein. Vous voyez, on parlait de 2000 milliards de dollars à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait plus de combien. Hein. Vous voyez, on est passé à 1000, puis on est passé à 450, puis peut-être que ça sera zéro. Donc, vous voyez, ça aussi... C'est 150. C'est 150, mais vous voyez, ça y est, c'est ridicule par rapport à l'ambition initiale. Donc ça veut dire que, c'est pas aussi facile que ça. Vous voyez, même quand vous appelez Elon Musk, de réduire la dépense publique, il y a quand même des freins. Et surtout, tout ça ne va pas du tout être financé. Est-ce qu'il y a une potentielle faillite des États-Unis? Non, on n'en est quand même pas là. Et il faut rappeler qu'il y a quand même la Banque centrale américaine qui peut aussi aider à terme à financer tout cela. Mais on voit bien que, vous voyez, le déficit, c'est pour moi, forcément, un outil intéressant, mais vous voyez, il faut se dire à quoi on l'utilise, cet outil, et l'outil, la façon dont Trump veut l'utiliser, c'est sans doute pas le bon outil. Ça m'ouvre plein de questions. La première, Patrick Artrus, c'est de dire si les investisseurs étrangers veulent moins de dette américaine, ils vont acheter autre chose, c'est bon pour nous, a priori. C'est-à-dire qu'ils voudront de la dette européenne. Ça pourrait faire baisser nos taux à nous? Ce qu'on a vu, c'est pas tellement une substitution des achats de dette européenne à la dette américaine. Ce qu'on a vu, c'est une très forte progression des achats d'actions européennes. Alors ça, c'est pas évident que ça va durer jusqu'à la fin des temps, parce que je pense qu'il y a un peu d'illusion des investisseurs internationaux sur ce qu'on appelait le moment européen. Vous savez, c'est cette thèse qu'à cause du choc des politiques de Trump, l'Europe va se décider à faire de bonnes politiques. Du Rheinmetall, quoi. Voilà. Et donc, alors, il y a le militaire. Enfin, toutes les valeurs militaires ont incroyablement monté. Enfin, il y a l'ensemble du marché européen est dopé aujourd'hui par des achats d'investisseurs étrangers. Ça va pas durer. Si on regarde les compétences, l'absence de coordination des politiques industrielles, on en revient au début. Le fait que même en Allemagne, la révision des règles du frein à la dette ne permet pas de faire plus de déficit public par rapport à ce qu'il était l'année dernière, que la France doit réduire son déficit public, que l'Espagne doit réduire son déficit public. En réalité, je pense que l'optimisme des investisseurs sur la situation européenne et sur les possibilités qu'il y ait plein de réformes en Europe qui soient favorables. Les réformes qui soient favorables en Europe, on les connaît. C'est la coordination des politiques industrielles, donc ça, on en est très loin. C'est le financement d'un certain nombre d'investissements par de la dette commune européenne, ça, on en est très loin. C'est l'amélioration des compétences de la population active, ça, on en est très loin. Donc, moi, je vois pas vraiment de retour durable vers l'Europe. Et alors, que font les investisseurs s'ils n'achètent plus de dette américaine? D'abord, ils peuvent acheter des actions américaines, substituer des actions américaines à la dette publique américaine. Ensuite, ils peuvent acheter des entreprises américaines. Mais je crois que Donald Trump va enlever tous les freins aux achats d'actifs américains, que ce soit des actions et des entreprises, sauf les freins aux achats de dette publique. Donc on aura plutôt une substitution d'achats, par exemple, d'actions américaines ou d'entreprise américaine aux achats de dette publique américaine. La folie du M&A, quoi. Les banquiers dansent dans la rue, comme disait Jamie Dimon. Le M&A, puis les actions, quoi. Je croyais, Eric, qu'il y avait aussi dans la stratégie de Donald Trump l'idée quand même de faire baisser le dollar, d'utiliser le marché obligataire comme moyen de pression. Là, si la dette, elle n'intéresse plus les investisseurs étrangers, ça marche plus.
Oui, alors après, ce que pense Donald Trump, c'est un peu compliqué. Ça, c'est ce qu'écrit Minran. Effectivement. Alors, si vous avez la logique, Miran, il y avait effectivement ce problème de on va baisser le dollar, donc ça va moins attirer, mais on va contraindre tout de même les banques centrales étrangères à détenir sur le très long terme de la dette américaine. Vous voyez, c'était de la dette à 100 ans. Quelque part, avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Quelque part, c'est de dire on se met un peu en banqueroute. On met en banqueroute les États-Unis, mais on le fait de façon concertée, d'accord ? Et on va vous tordre le bras. Est-ce que quelqu'un y croit, enfin en tout cas pas grand monde, et plus ça va, moins on y croit, d'accord ? C'est-à-dire qu'il revient sur tout, sauf sur la politique de diversité. Est-ce que c'est lui qui revient ? Mais peut-être Patrick est plus au courant. Je n'ai jamais entendu Donald Trump verbaliser. C'est un de ses conseillers qui l'a effectivement assez théorisé. Mais est-ce que est théorisé quelque part, et est-ce que Donald Trump suit forcément tout ce que disent ses conseillers ? Non, je ne crois pas. Et surtout, il y avait au sein des conseillers des personnes qui étaient contre cette doctrine-là. Donc, je ne suis pas sûr que Donald Trump ait une fois pris au sérieux ce que disait Miran, mais peut-être que Patrick... Si on écoute Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor, il dit l'inverse. Il dit que le dollar fort est favorable aux États-Unis pour les raisons en général que la majorité des économistes partagent. C'est-à-dire, un, ça rend plus facile le financement du déficit extérieur, et deux, ça baisse le poids des importations de biens qui resteront inexorablement à la charge des États-Unis. Donc je crois... le seul effet de Trump, il y a quand même une incertitude majeure, c'est sur le nom du remplacement de Jerome Powell. Oui. Et je crois que Trump veut pas explicitement déprécier le dollar, mais il veut des taux d'intérêt plus bas. Ça, il l'a dit beaucoup. Donc, si vous avez un remplaçant de Powell qui est favorable à une politique monétaire très expansionniste, ça aura un effet mécanique de dépréciation du dollar, quoi. On parle de qui, là, pour remplacer Powell parmi les... Il y a plein de noms qui circulent, on ne sait pas encore, ça sera une surprise. Mais il a dit Trump a dit à de nombreuses reprises que la politique de taux de Powell... Je crois que c'est clair, oui. Il était trop lent. Voilà, donc il y aura probablement un dollar faible, mais pas par un abandon du statut de monnaie de réserve du dollar, plutôt par un choix de politique monétaire beaucoup plus expansionniste. Oui, mais c'est vrai qu'il y a dollar faible et est-ce que le dollar est encore la monnaie de référence ? Et qu'est-ce qu'on appelle dollar faible ? Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,10, on va dire. Mais est-ce que ça, c'est un dollar faible ? Non. C'est un peu au-dessus de la parité de pouvoir d'achat. Oui, ça dépend qui vous êtes. Mais non, c'est pas du tout faible. Et vous voyez, le dollar faible... Si vous êtes allemand, vous trouvez que c'est... ça dépend. Non, mais encore une fois, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un vrai problème d'équilibre dans les échanges mondiaux, qu'il y a des déficits structurels aux États-Unis, des excédents structurels en Chine et en Europe. Et donc, peut-être que si vous regardez uniquement cela, la valeur d'équilibre, admettons, entre l'euro et le dollar pour rééquilibrer les balances courantes serait plutôt aux alentours de 1,35. Vous voyez, c'est un peu notre calcul. Bon, vous voyez, 1,35, on est à 1,10, on pourrait penser qu'on pourrait progressivement aller vers 1,35. Bon, mais c'est trop, ça, pour les Français, non ? Pour les Français, oui. C'est pour ça que je vous dis que ça dépend qui vous êtes. Mais est-ce que d'un côté, avoir 6-7 points de balance commerciale excédentaire, balance courante excédentaire chaque année, c'est le cas de l'Allemagne, est-ce que c'est tenable ? Non, c'est pas tenable. Quand vous êtes un gros pays, ça se voit quand vous avez 6-7 points chaque année d'excédent. Il y avait les États-Unis qui étaient d'accord pour dire on est quelque part une partie de vos excédents en déficit, c'est nous qui le prenons. Bon, ils nous disent maintenant c'est terminé, les Britanniques disent aussi c'est terminé. Bon, il va bien falloir, et c'est une vraie question, qu'on rééquilibre. Quand vous êtes un grand pays, vous ne pouvez pas vous dire que structurellement, jusqu'en 2070, je veux avoir 7 points d'excédent structurel. Ce n'est pas possible, d'accord ? Et donc, il va falloir rééquilibrer tout cela. La façon de Trump, c'est une façon brutale, c'est sans doute, il ne voit pas tous les problèmes, mais se dire qu'aujourd'hui, possiblement, le dollar est un peu trop fort, mais pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre cela. Il va falloir qu'on le discute sereinement tous ensemble pour dire, allez, est-ce qu'on ne peut pas rééquilibrer ? Attention, bien sûr, la France va être impactée par cela. Déjà, on est en déficit, mais c'est au sein de la zone euro qu'on devrait avoir une politique. Patrick Artus, il nous reste 1 minute 30, mais si je comprends bien, il n'y aura pas de négociation d'accords bilatéraux avec chaque pays comme on attend là, ça ne sert à rien. Non, mais on voit ce qui s'est passé. Alors, le Royaume-Uni a négocié trop vite et mal, etc. Oui. La Chine n'a rien lâché. Enfin, la Chine a agité la menace d'un embargo sur les terres rares, et ce qui a fait craquer Trump.
Et à nouveau, les États-Unis ont besoin du libre-échange. Même s'il y a un certain rééquilibrage de la balance commerciale des États-Unis, les États-Unis resteront un pays déficitaire parce qu'ils ont très peu d'industrie. Et les chaînes de valeur industrielles, c'est très, très irréversible. Donc, l'intérêt des États-Unis, ils sont exportateurs de services technologiques et de services financiers et importateurs de biens. Donc, c'est un dollar fort avec du libre-échange. C'est exactement l'inverse de la politique que prônait initialement Trump. Donc, il réalise aujourd'hui que le libre-échange, c'est pas mal parce que ça permet quand même de se financer, d'importer à moindre coût. Et je crois que le dollar faible, effectivement, il abandonnera cette piste. Donc il restera que l'anti-wokisme. Il restera un gros problème pour l'appréciation même des marchés financiers sur les États-Unis à long terme, c'est la politique anti-recherche publique, anti-université, qui est une vraie menace sur le modèle de développement, de croissance des États-Unis. Et l'immigration. Et l'immigration. Les chercheurs, peut-être une bonne nouvelle pour nous. Quelques-uns arrivent en France. Mais ça va, c'est ça ne sera pas beaucoup. Déjà, il faudrait qu'on s'intéresse à la qualité de nos chercheurs et comment on les soigne, plutôt que de penser qu'on va attirer les Américains. Alors, le gap salarial est extrêmement important. x3, non ? C'est largement x3. Hein, Boris nous dit... C'est plutôt un 1,5 ou un 1,6. C'est déjà pas mal. Boris nous dit sur Twitter qu'il est économiquement d'accord avec Patrick Artus, mais politiquement en désaccord. C'est compliqué. Politiquement, pourquoi ? Écoutez, je ne sais pas. Il est politiquement en désaccord. Du fait de l'inflation et notamment de l'inflation fiscale. Si on parle des États-Unis, ce qui a ému Trump, c'est les anticipations d'inflation dans les enquêtes de toutes sortes.